Aujourd'hui, je tiens à te partager comment le fait est que j'ai eu des one-star reviews m'a amené à être le numéro 1 dans mon marché local. C'est d'ailleurs le même concept que IKEA a utilisé pour devenir l'entreprise la plus profitable de l'industrie des meubles et c'est aussi un concept que tu peux utiliser pour trouver l'âme sœur. Tout un épisode aujourd'hui. Bienvenue au podcast Courage au démarrage. Je m'appelle Max et je suis entrepreneur et coach en développement des affaires depuis maintenant 15 ans. Donc, tu veux commencer à dater, c'est quoi ton premier réflexe? Ton premier réflexe, quand tu veux, mettons, remplir un profil d'application ou quelque chose du genre, tu vas prendre tes plus belles photos, tu vas faire la plus belle description, tu vas présenter tous les points qui peuvent être attrayants chez toi et tu vas prendre tous tes hobbies, tes centres d'intérêt qui sont un peu plus sketch, un peu plus hors normes et tu vas tous les prendre et tu vas les mettre dans un petit coin. Et le concept que je vais te parler aujourd'hui, c'est le concept de la polarisation. C'est Mark Manson qui amène ça dans un de ses livres. Et en fait, concrètement, c'est de faire plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire d'utiliser justement ça, justement tes centres d'intérêt, tes hobbies, tes opinions qui sont un petit peu plus aux extrêmes, les utiliser en fait et plutôt de les promouvoir et que ça fasse un peu un effet de filtration pour plus rapidement tomber sur une personne qui fit vraiment avec toi. Concrètement, dans le livre, il explique une histoire que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Quand il était dans sa jeunesse, il est sorti dans un bar avec un de ses amis qu'on pourrait peut-être qualifier de player. Et cet ami-là, ce qu'il faisait une fois qu'il était rentré dans le bar, il commençait à dire des propos aux filles qui passaient, propos que je ne rapporterai pas. C'est un petit peu intense, je te dirais. Tu vas aller lire le livre, je te le recommande, c'est vraiment une bonne lecture, mais je ne redirai pas les choses qu'il dit dedans. Bref, point étant que, justement, la majorité des filles faisaient comme non merci, ou l'insultaient, ou trouvaient juste ça un peu spécial. Mais invariablement, éventuellement dans la soirée, il tombait sur une fille qui trouvait ce type de propos-là drôle, léger, amusant, whatever. Et c'était donc un match. Le point que je vais amener, le concept de la polarisation, en fait, s'utilise aussi au niveau de l'entreprise. Un exemple, IKEA. Leur modèle d'affaires est vraiment particulier quand tu y penses. Ils ont décidé de commencer à faire des meubles non assemblés, ce qui leur a permis d'économiser énormément en termes de frais d'entreposage et évidemment de baisser les prix. Mais ton expérience d'achat est vraiment particulière quand tu y penses. Surtout quand on pense quand ils sont rentrés dans le marché et que ça n'existait pas ici. Dans le temps, c'était genre Bois et Martineau, Tanguay, tu rentrais là, les meubles, tu les voyais, tu les touchais et tu pouvais te faire livrer chez vous, puis tu en profitais. Point. Par contre, quand tu vas chez IKEA, c'est totalement une expérience d'achat différente. On s'entend, pour le tal d'un, il y a beaucoup moins de points de service de IKEA versus les autres magasins de meubles. Deuxièmement, une fois que tu te rends là-bas, il faut que tu passes à travers un énorme labyrinthe en notant des petits numéros d'articles et tu essaies de les retrouver à travers un entrepôt. Après ça, ils sont empilés. Il faut que tu rentres dans ton véhicule qui rentre jamais ou ça te prend un jeu de Tetris pour réussir à avoir ça. T'arrives chez vous, les meubles sont toujours pas montés, faut que tu déballes, faut que tu montes et un paquet de fun à faire ça. Bref, c'est pas tout le monde qui peut aimer ce genre d'expérience-là. Et d'ailleurs, IKEA, concrètement, à ce moment-là, desservait seulement 6,9% de tout le marché des meubles. Ce qui est vraiment petit, considérant que c'était l'entreprise la plus profitable dans cette industrie-là aussi. Donc, ça prouve que le concept de la polarisation fonctionne super bien au niveau de l'entreprise. En faisant un style particulier soit de méthode de livraison, de type de produit, ça exclut énormément de gens, mais ceux que t'intéressent, ça fit avec toi et généralement, tu peux faire plus de profit avec eux qu'avec un modèle d'affaires plus général. Un autre exemple, c'est dans l'industrie de la bouffe pour chiens. Ils ont fait une étude, et plutôt une analyse. Et ce qu'ils ont trouvé à travers cette analyse-là, c'est que au niveau des propriétaires de chiens, il existe un certain groupe de propriétaires qu'ils ont surnommés les super actifs. Donc, c'est des propriétaires qui vont monter des montagnes, qui vont faire des sports, qui vont faire du vélo et le tout avec leur animal de compagnie qui va les suivre à travers ces activités-là. Et par conséquent, ces types de propriétaires-là représentent approximativement 6-7% de tous les propriétaires de chiens, mais en termes de profitabilité, représente approximativement 25% de toute l'industrie. Donc, encore une fois, on peut vraiment voir que une minorité de gens peut généralement générer énormément de profit. Puis il faut comprendre que
pour pouvoir s'adresser à ces gens-là qui étaient super actifs, bien clairement que ce qu'ils mettaient de l'avant dans leur annonce, c'était des images de chiens qui courent à côté de leur maître et tout ça. Et Ginette, de 55 ans, non active sur son divan, clairement pas le genre de produit qu'elle va acheter. Surtout pas s'il est encore plus dispendieux que le type de nourriture qu'elle a l'habitude d'acheter. Elle n'aura pas cet intérêt-là. Donc, encore une fois, ça génère un peu... La frustration, c'est peut-être intense, mais ça génère une sorte de barrière qui fait en sorte que les autres types de clients ne veulent pas ton produit, mais ceux à qui tu t'adresses, eux autres répondent extrêmement bien. Et c'est ça un peu le concept de la polarisation au niveau de l'entreprise. Dans mes coachings, ça m'arrive souvent de poser la question suivante, et c'est comment frustres-tu tes clients? Le point de cette question-là, c'est de voir, parce que souvent la réponse en fait, c'est genre, ben non, je ne frustre pas mes clients, je fais full attention, j'ai des super de bonnes reviews, etc. Et c'est correct de bien vouloir desservir ses clients. Le point de cette question-là, c'est de commencer à faire une réflexion, à savoir, est-ce que tu as mis des trucs dans ton offre de service qui peuvent déplaire à certaines personnes pour maximiser l'intérêt de d'autres? Pour conclure tout ça, je vais donner l'exemple que j'ai fait moi-même dans une de mes entreprises. C'était une entreprise de réparation de téléphones cellulaires. Et ce que j'ai réalisé, c'était que les professionnels, style avocats, vendeurs, peu importe, ces gens-là qui étaient très affairés, des gens affairés, des entrepreneurs d'ailleurs, eux autres, ils avaient vraiment besoin de leur téléphone cellulaire super rapidement. Et par conséquent, si j'étais capable d'offrir une réparation en dedans de quelques heures, je pouvais vraiment charger beaucoup plus cher et les clients répondaient super bien à ce type d'offre-là. Par contre, pour faire ça, il a fallu que j'élimine énormément de mon offre de service, énormément de modèles de téléphone que je ne voulais pas réparer, que je ne tenais pas les pièces et qui ne fitaient pas avec ce type d'offre de service-là que je voulais faire. Ce qui a généré des gens qui, lorsqu'ils nous appelaient, parce qu'on a quand même un centre de réparation, ça s'appelait centre de réparation de cellulaire, les gens appellent « Hey, j'ai un problème avec tel modèle » et on devait leur dire « Ben, ton modèle, on ne le répare pas ». Ils n'étaient pas contents. Et il y en a même que parfois, ils allaient laisser des reviews de 1 étoile sur Google pour démontrer leur frustration de ça. Et jusqu'à un certain point, je peux comprendre que c'était frustrant. C'est sûr que là, après ça, moi, je m'occupais de regarder ça avec Google, à savoir si c'était une review qui valait la peine en tant que telle, puisque techniquement, il n'y avait pas consommé le service chez nous. Mais le point étant que ça frustrait des gens, mais en contrepartie, il y en avait qui étaient super contents du type de produit qu'on avait, tellement que ça m'a permis de devenir le numéro 1 dans mon marché local à ce moment-là. Donc, pour moi, c'est super clair que ça vaut la peine d'analyser tout le temps ta clientèle et de te demander comment tu frustres tes clients. Comment tu te spécialises pour répondre à une portion de l'offre qui t'est amenée avec tes clients. Puis même concrètement, au niveau des chiffres, je trouve que ça ressemble tout le temps à peu près à 10% de ta clientèle qui équivaut à peu près à 50% de tes profits. Puis une fois que tu catches c'est quoi le 10% puis c'est quoi qu'ils aiment, tu peux commencer à enlever tous les autres types de clients, commencer à déloader pour éventuellement faire de l'espace et maximiser ce type de client-là, souvent en étant capable d'augmenter tes prix et donc les profits, parce que tu travailles moins pour faire plus d'argent. Et c'est donc exactement comment IKEA s'est rendu où ce qui est rendu. Il a à peine desservi un certain pourcentage de la clientèle avec une offre de service vraiment particulière qui ne plaisait pas à tout le monde, mais avec un maximum de profit. Et ça a donné ce que ça a donné. Que fais-tu avec toute cette information-là? Bien, la chose à retenir, c'est qu'actuellement, dans ta clientèle, il y a probablement un segment qui est vraiment plus profitable que le reste de tes autres clients. Et ce que tu peux faire, c'est via une analyse de tes ventes et un sondage de ta clientèle. Généralement, avec ces deux outils-là, tu es capable d'aller ressortir qu'est-ce qui fait en sorte que ces gens-là sont vraiment plus profitables et comment le maximiser. Ensuite de ça, c'est d'avoir le courage de faire ce que j'appelle double down. Donc, c'est de vraiment concentrer à la fois ton offre de service, ta promesse de marque, ton message publicitaire pour aller cibler ces types de clients-là au risque de frustrer ou de moins parler à tes autres clients que tu avais actuellement. Mais ce que ça va faire de l'espace pour vraiment pouvoir plus avoir de clients qui sont du type plus profitable et d'augmenter tes profits. Pour revenir à mon exemple de réparation de téléphone cellulaire, bien,
quand j'ai pris la décision de couper certains services, certains modèles, ça représentait quasiment 30-40% de mon offre de service à ce moment-là. Donc, ça a été un peu épeurant de dire je refuse cet argent-là dans le but de me concentrer sur un type de client en particulier, sauf que les résultats ont vraiment été au rendez-vous. Alors, si tu as des questions sur ce que j'ai jasé aujourd'hui, ne te gêne pas, viens les écrire en commentaire. Si tu voudrais aussi de l'accompagnement pour justement faire cette analyse-là dans ton entreprise, laisse-moi savoir. Et dans le prochain épisode, je te parle des métriques que j'ai utilisées pour vraiment suivre la croissance de mon entreprise à son